Bien, bonjour à tous. Alors nous allons effectivement nous interroger sur l'avenir de la littérature, avec tout ce que ça suppose de difficultés, parce qu'il n'est pas évident de connaître l'avenir. Mais heureusement, je suis très bien entouré pour réagir sur cette question, puisque à ma gauche, voilà Karina Haussine, Bonjour. qui est secrétaire générale des éditions Gallimard, et par ailleurs mon éditrice. Muriel Beyer, qui a lancé les éditions de l'Observatoire avec un grand succès et qui en plus est directrice générale du groupe Humensis, qui rassemble un certain nombre de maisons d'édition. Et puis, à ma droite également, Guillaume Périlloux, qui est un jeune romancier et qui en plus nous intéresse puisqu'il est attaché de presse aux éditions Segers, c'est-à-dire la poésie. Et donc la place de la poésie peut aussi nous intéresser. Alors, quant à moi, j'ai la lourde tâche et difficile tâche de m'occuper de l'animation. Donc, je vais essayer de le faire. Mais on va peut-être te présenter Fabrice Invert, qui est romancier, qui publie depuis le début des années 2000, autoportrait en noir et blanc à cette époque, et qui en l'espace de 20 ans, depuis 20 ans, est à la tête d'une œuvre considérable. Certains d'entre vous auront lu le merveilleux L'origine de la violence, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique, et plus récemment, en 2020, Le monde n'existe pas, roman virtuose, saisissant, sur notre rapport au réel dans une époque qui elle-même a du mal à composer avec la réalité. Voilà, vous voyez que c'est toujours bien de parler avec son éditrice à côté, comme ça, un peu de publicité ne nuit jamais. Et bon, par ailleurs, je t'interromps juste voilà, pour dire que tu es également professeur de lettres en classe préparatoire et que ça donnera, et ça nourrira aussi le débat de cette conférence. Voilà. Alors je vais d'autant plus essayer d'être bon qu'il y a ma mère dans l'Assemblée, donc attention, il y a un rude défi là. Ouais, c'est ça. Alors, je voudrais commencer par poser quelques chiffres pour connaître un peu la place de la littérature actuellement en France. Et déjà, je voudrais savoir à peu près, je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires, combien est-ce qu'on publie de livres en France, et singulièrement la littérature au sein de cet ensemble, quelle place est-ce que ça occupe? Est-ce que nos éditrices pourraient nous répondre sur cette question? Muriel, le chiffre d'affaires de l'édition est à peu près en 2021 autour de 3 milliards d'euros. Voilà, ce qui, pour vous donner un peu un ordre d'idée par rapport au chiffre d'affaires de l'audiovisuel, l'industrie du cinéma, est plutôt de 20 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est un marché qui génère énormément de rêves, mais qui effectivement représente un chiffre d'affaires plus modeste. Et est-ce que vous savez combien ça représente de livres publiés, ça ? C'est très difficile à dire. Ça dépend que si on parle de romans, si on parle d'édition en général. Donc c'est un peu... Voilà, ça dépend un petit peu si on parle de littérature générale. Parce que quand on parle d'édition, il y a énormément de secteurs. Hein. Vous avez la jeunesse, vous avez le beau livre, vous avez la littérature. Voilà, donc ça dépend. Donc, la production globale éditoriale, ça c'est juste pour vous asséner quelques chiffres, mais le débat sera ailleurs, je pense. Hein. Mais c'est effectivement en 2021, 110 000 titres. 110 000 ouvrages, tout secteur de l'édition confondu. D'accord. Et ce que je voudrais également savoir, c'est en fait comment va la lecture, qui lit, est-ce que les jeunes lisent? Enfin, mon idée dans ces premiers moments, c'est d'éliminer quelques fausses idées. Est-ce que vous savez ça? Qui lit? Et alors, oui, il y a des fausses idées. Les jeunes lisent. Les jeunes, la littérature jeunesse se porte bien. Ils lisent beaucoup. On sait qu'il y a un trou à un moment, une baisse de lectorat, plutôt les trentenaires ou ceux qui rentrent dans la vie active, parce que la lecture est... Alors, il y a les gros lecteurs, mais la lecture demande quand même aussi, je ne dirais pas un effort, mais une habitude.
Et peut-être que de 30 ans à, on va dire, à 45 ans, ça baisse un petit peu parce que nous avons une concurrence forte avec les séries, avec effectivement les podcasts, avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'offres culturelles, donc ça baisse un petit peu et après ça repart. Les gros lecteurs, à partir de, je dirais, 45 ans, 50 ans, les gros lecteurs sont là. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la littérature jeunesse se porte bien. Donc les jeunes lisent, il ne faut pas désespérer. Après, ils lisent donc littérature jeunesse. Ils lisent de la littérature jeunesse et après ce qu'on appelle du young adulte, c'est-à-dire du roman peut-être intermédiaire entre la littérature jeunesse et le roman voilà, tel que nous, on le conçoit quand on est de cette génération-là. D'accord. Effectivement, si on prend la classe d'âge des 7-19 ans, 55% d'entre eux lisent de la BD, 46% des romans et des mangas qui se sont invités sur la scène depuis quelques années représentent 40%. Voilà. D'ailleurs, le Pass Culture, qui était une très bonne chose, a bénéficié beaucoup à la BD et au manga. Voilà, ça, il faut le savoir. En même temps, ils rentrent dans une librairie, donc c'est déjà un pas important. Et les libraires font un gros travail justement pour amener ces jeunes qui viennent peut-être pour la BD et les mangas à lire autre chose. Voilà. Donc ça, il y a un gros travail des libraires là-dessus. Alors, hier, je parlais avec Karina de mon expérience d'enseignant. Alors, ce que j'ai pu voir, et j'ai essayé de corroborer avec des chiffres, c'est qu'en fait, effectivement, il y avait une lecture qui se portait assez bien, mais uniquement sur les ouvrages jeunesse jusqu'à 15 ans. Et après, ça baisse vraiment beaucoup. Et moi, ce qui me surprenait, alors je vais être un peu plus pessimiste que les éditrices, c'est qu'en classe préparatoire, moi, je n'avais pas vraiment de lecteurs. C'est-à-dire que en Hippocane, ça varie un peu suivant les années, mais enfin, vous voyez, vraiment, les Hippocane, c'est les classes littéraires. Et je ne peux pas dire que j'ai de gros lecteurs en classe d'Hippocane, ce qui m'a beaucoup surpris. Et puis en classe HEC, c'est pire. C'est vraiment assez difficile de leur faire lire des livres. Donc là-dessus, bon voilà, je pense que il y a bien sûr des espoirs parce qu'il faut toujours en avoir, mais enfin, je suis quand même un peu surpris dans ma pratique quotidienne, en tout cas, du taux de lecteurs, de je sais pas, vers 18-20 ans, en tout cas. Et Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, en fait, moi, je sais pas si ce dont je peux faire part, c'est mon expérience personnelle en tant que primo-romancier. Et là, je viens de faire plusieurs salons, y compris le salon La Fête du Livre de Toulon ce week-end. Et je vois quand même beaucoup de gens, alors des gens de 20 ans à peu près, qui viennent et qui achètent le livre après en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux, en fait aussi, Instagram particulièrement, qui est quand même un canal évidemment très très important, et il y en a d'autres, et aujourd'hui il y a aussi TikTok, et les éditions Segers où je travaille, édition patrimoniale de poésie créée en 1944, viennent d'arriver sur TikTok. Et évidemment, là, l'objectif est de toucher un lectorat très jeune. Mais de plus en plus de maisons s'y mettent et ça paraît tout à fait naturel de suivre ça. Alors justement, si on parle des nouveaux moyens, nouveaux supports, à la fois pour faire connaître et puis pour lire, où est-ce qu'on en est exactement, par exemple, des niveaux de lecture sur liseuse, niveau de lecture numérique, où est-ce qu'on en est, Karina ? Pendant un certain nombre d'années, et Muriel me corrigera si elle a l'impression que la réalité est ailleurs, mais on avait effectivement des pratiques, des habitudes de lecture numérique qui ne dépassaient pas les 5%, alors qu'on nous promettait véritablement une espèce de grand essor. Depuis quelque temps, on flirte avec les 9%. De lecteurs sur tablette numérique ou autre. Voilà. C'est le livre papier demeure le support essentiel pour les lecteurs traditionnels. Exactement ça monte doucement.
C'est pas du tout le grand soir qu'on nous avait promis, enfin du papier, etc. Et même avec l'augmentation du prix du papier que nous subissons, on ne voit pas monter plus que ça le livre numérique. Non, non. D'accord. Et je voudrais aussi préciser la place d'Amazon dans cette question des ventes de livres. Alors, comme je dis toujours, Amazon, alors c'est un grand fantasme, Amazon, ça devait devenir un éditeur, ça allait révolutionner tout. Amazon, au fond, c'est un libraire, il faut savoir. Donc, c'est quand vous achetez un livre c'est sur Amazon, c'est un libraire avec les mêmes pourcentages, les mêmes économies qu'un libraire. Alors, Amazon représente un libraire, et c'est très important. Par exemple, si je vois dans le groupe que je dirige, on est à peu près à 23%, ce qui est énorme, de vente de livres. Voilà, mais encore une fois, Amazon, c'est un libraire. C'est-à-dire que vous commandez votre livre sur Amazon, voilà, vous l'avez. Vous n'allez pas en librairie physiquement, mais voilà, on vous livre le livre, mais c'est le même principe. Voilà. C'est simplement plus simple. C'est très simple. C'est-à-dire vous commandez et vous l'avez. Voilà. Et chez Gallimard, Non, c'est en dessous. Pendant la période du confinement, qui était une période, comme on le sait, tout à fait différente, Amazon a pu flirter avec les 20%, mais on est plutôt en dessous, plutôt autour de 16, 17. Et la librairie traditionnelle, le premier niveau de librairie, enfin vraiment les libraires, petits libraires indépendants, sont chez nous majoritaires, à plus de 20%. D'accord. Alors, donc, je pense qu'on a posé un certain nombre de chiffres sur la place disons, de l'édition, de la littérature, et puis aussi ces nouveaux supports. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous voyez l'avenir de la littérature en tant qu'œuvre d'art, la fiction, peut-être l'autobiographie. Alors, moi, pour initier cette discussion, je voulais partir du prix Nobel d'Annie Ernaux. Parce que ce qui m'a frappé, en fait, c'est les discussions qu'il y a eu pour accueillir le Nobel d'Annie Ernaux. Alors, personnellement, c'est une œuvre que j'apprécie beaucoup. On a beaucoup dit qu'elle avait été récompensée pour des questions politiques, parce qu'elle était une femme. En général, elle a été aussi dédaignée parce que c'était de l'autobiographie, donc à part un roman qu'elle a écrit. Mais en fait, moi je trouve que l'œuvre d'Annie Ernaux est vraiment une œuvre importante. Et c'est notamment pour une dimension stylistique qui, moi, m'a beaucoup frappé. Alors, il y a en particulier un livre que j'aime beaucoup d'Annie Ernaux qui est Mémoire de fille. Et en fait, ce qui m'a frappé dans Mémoire de fille, c'est que lorsqu'elle parle de sa propre expérience, donc il s'agit de sa première expérience amoureuse, eh bien, le jeu qu'elle utilise est un jeu qui renvoie pas seulement à elle-même, mais qui renvoie, on le sent, à toute une génération, à toutes les femmes d'une génération. Et en fait, j'ai trouvé quasiment ça magique de faire ça, de faire sentir qu'un jeu, voilà, un jeu, c'est un jeu. Et en plus, dans une phrase de sujet vers complément. Et pourtant, ce jeu était comme évidé. On sentait que ce n'était pas seulement elle, mais toute une génération. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une magie stylistique à faire ça, qu'on trouve que chez très rares auteurs en France. Je pense à elle, je pense à Modiano, et je pense au Houellebecq des grandes années, particulièrement Terre, etc. Il y en a sans doute quelques autres, mais enfin, il y en a quand même très peu. Et en fait, cette dimension esthétique, elle était complètement barrée par rapport à toutes les autres dimensions dont on parlait sur Ernaux. Et je crois que ça, c'est vraiment quand même une tendance lourde de la littérature, qu'en fait, la dimension esthétique disparaisse au profit de dimensions politiques, personnelles, humaines, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est que la disparition de l'esthétique pour une œuvre d'art, c'est quand même en soi quelque chose de problématique. Et j'aimerais bien que vous réagissiez sur tous ces aspects. Vaste question, pardonnez-moi. Alors, je vais vous dire, je crois que dans le cas d'Annie Ernaux, c'est très intéressant parce que on a tendance à mélanger la personne et l'œuvre.
Annie Ernaux a pris des positions politiques qui plaisent ou qui ne plaisent pas, et d'un autre côté, il y a l'œuvre. Alors, ce que tu disais est très juste, c'est... Bon, elle pratique l'autofiction. Elle parle d'elle, elle parle de son histoire. L'autofiction est intéressante. À quel moment elle est intéressante? Quand elle nous renvoie à nous-mêmes, d'une certaine manière. Si c'est juste pour parler d'elle, bon, somme toute, voilà, ça peut être bien écrit, mais ça ne nous touche pas. Je crois que dans le cas d'Annie Ernaux, effectivement, elle parle à toute une génération de femmes, à un monde, un univers sociétal. Et c'est là où, effectivement, c'est intéressant. Moi, je ne fais pas de différence entre l'autofiction, le roman sociétal, etc. Je pense toujours qu'il y a la bonne littérature et la mauvaise littérature. Donc, c'est assez basique. Voilà, donc je ne mets pas des classifications. Donc, je crois que Annie Ernaux, effectivement, a intéressé, a touché, parce qu'elle parlait à pas mal de femmes de sa génération et peut-être à des gens de son milieu. Alors après, les polémiques, elles ont eu lieu quand? Elles ont eu lieu parce qu'elle a eu des prises de position politiques, qui n'ont pas plu à tout le monde, et qu'on a dit que le Nobel lui avait remis parce que, effectivement, politiquement correct. C'est vrai aussi. Hein, je le dis franchement, ce que je pense, c'est vrai aussi que les Nobel ne prennent pas beaucoup de risques, ils vont un peu dans l'air du temps. Donc ça a été le cas, mais ça ne veut pas dire qu'Annie Ernaux n'est pas un très bel écrivain. Voilà, là c'est très subjectif ce que je vous dis, hein, c'est exactement ce que je pense, mais je crois qu'on a toujours intérêt à peut-être ne pas mélanger les prises de position et l'œuvre. Voilà, c'est un peu là où il y a une frontière un peu compliquée. Et Guillaume, donc sur cette dimension esthétique, toi qui en quelque sorte représente la poésie sur cette scène, qui est voilà, l'esthétique pure de la littérature, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu vois par rapport aux éditions Segers? J'allais dire aussi, juste pour rebondir un instant sur Ernaux, qu'elle elle inspire en tout cas aussi, finalement, pas que les jeunes femmes, mais les jeunes hommes aussi. Je crois qu'il y a quand même beaucoup aussi de jeunes écrivains, enfin, dont je fais partie, mais qui sont très admiratifs et justement stylistiquement de ce qu'elle a pu faire et apporter évidemment. Et à propos de la poésie, évidemment, chez Segers, on fait le pari que ça n'est pas mort, loin de là, évidemment. La poésie, évidemment, a toujours été très présente, mais vous citiez des chiffres tout à l'heure. Par exemple, chez nous, il y a des recueils de Jack Kerouac, de Maya Angelou, qui se vendent à 3 ou 4 000 exemplaires, et ce sont des recueils qui ne sont pourtant pas prescrits scolairement, et ce sont, en l'occurrence pour Kerouac, des rééditions. Mais donc sous un grand format broché, etc. Et donc ce sont quand même des chiffres relativement importants qui, à mon sens, quand même veulent dire quelque chose, et veulent dire qu'évidemment, la poésie intéresse et patrimoniale et contemporaine. Il n'y a qu'à voir le nombre de maisons d'édition de poésie contemporaine, les éditions Nou, Van Loo, du Chêne, il y en a vraiment le Castor Astral évidemment, qui publie des auteurs contemporains sur des canaux un peu différents, plus confidentiels, mais qui sont tout à fait vivants, avec des salons aussi et des festivals. Enfin voilà, dans tout ça, et je pense. Et d'ailleurs, c'est certains disent, et je veux bien croire ça, quand on parle de l'attention qui se restreint avec les écrans, par exemple, on parle quand même beaucoup de ça en ce moment. On pourrait se dire que la forme poétique versifiée, par exemple, pourrait être de plus en plus intéressante pour certains qui, justement, auraient du mal à se concentrer sur des œuvres romanesques et peut-être plus longues pour lire des choses littéraires qui demandent non pas moins d'habitude ni d'attention, mais tout simplement peut-être moins de temps, des choses plus courtes. Et ça, je pense que c'est intéressant de le voir comme ça aussi. Je pense que ça peut tout à fait perdurer en ce sens, auprès des jeunes. Oui, je pense en effet que la poésie, et Dieu merci, a encore de beaux jours devant elle. On évoquait les habitudes de lecture de la jeunesse tout à l'heure. Et un des aspects qui, justement, peut favoriser, peut privilégier le goût pour la poésie, et ça essaime de la même manière que les concours d'éloquence essaiment dans les lycées. Je suis sûre que ceux qui d'entre vous ont des enfants ont vu des professeurs initier des concours d'éloquence dans les lycées, dans les collèges. Il y a aussi de plus en plus de concours de lecture à voix haute qui sont extrêmement populaires
Et la lecture de poèmes est certainement l'une des plus appréciées, des plus courues. Et ça c'est une bonne nouvelle. De toute façon, la poésie fait partie de la littérature. La plupart des grands romanciers sont ou ont été des grands poètes. Et c'est absolument important dans nos vies aussi. Et je crois que c'est un espace qui est très, très important dans nos vies à tous. D'accord. Et comment est-ce que vous voyez le lien avec le cinéma ? Parce que, bon, sont quand même, sous l'angle en tout cas du roman, on a deux arts narratifs, donc littérature et cinéma, qui ont cheminé à un moment ensemble avec une grande influence de la littérature, et puis ça s'est complètement renversé. Le cinéma était vraiment devenu l'art dominant et vraiment écrasant même, hein, par rapport à la littérature totalement mondiale, impressionnant tous les imaginaires aussi, parce que je crois que c'est aussi là-dessus que ça se joue, c'est-à-dire que en fait, je pense qu'une génération antérieure a un imaginaire qui est travaillé par des livres. Je pense qu'une génération actuelle a un imaginaire qui est travaillé par le cinéma, par les images. Mais il n'empêche que sous l'angle des arts narratifs, il y a quand même beaucoup de rapports entre les deux. Il y a énormément de livres qui sont adaptés, etc. Et donc, comment est-ce que vous voyez ce cheminement entre les deux arts ? Je ne peux pas tellement répondre à cette question. Je crois que, d'abord, quand on voit les films qui s'inspirent qui adaptent des livres, c'est souvent quand même des livres dont on a beaucoup parlé. Je ne crois pas que les réalisateurs ou les producteurs soient tellement dans la recherche de livres dont on a peu parlé ou trouver une pépite. C'était quand même assez rare. Si je prends notre expérience, les réalisateurs ou les producteurs, ce qu'ils cherchent beaucoup quand même, c'est du témoignage. C'est du témoignage plus que alors la littérature, oui, alors des classiques ou des livres dont on a beaucoup parlé. Alors après, il y a peut-être une question, moi, que je me pose, je n'ai pas la réponse. Est-ce que les séries, est-ce que le cinéma, je me dirais plutôt les séries, sont en train d'influencer le mode d'écriture des gens, des écrivains ? Sincèrement, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a des chapitres plus courts, il y a un rythme probablement plus soutenu. Je crois que là, pour le coup, c'est peut-être, je dirais, les séries ou le cinéma qui influencent peut-être la littérature. C'est un peu comme ça que je le ressens, plutôt que se dire la littérature va être adaptée au cinéma. Oui, peut-être, mais pas non plus d'une manière démente. Non, je suis tout à fait d'accord avec Muriel. J'ai l'impression que les séries, à la fois, inspirent les romanciers et les poussent à tendre encore la dramaturgie. On observe vraiment depuis une dizaine d'années, on le voit tous, hein, les séries ont vraiment une ambition pour certaines, même une épaisseur romanesque, une épaisseur de leurs personnages qui sont tout à fait impressionnantes. Et pour une certaine littérature de genre, on peut le dire, je pense à la littérature policière, à la littérature fantastique aussi, mais pas seulement. On sent vraiment qu'en effet, et ça c'est pas une mauvaise nouvelle pour les romanciers, il y a du côté de la dramaturgie en effet une ambition et une espèce vraiment de cap narratif vers lequel il faut tendre pour cette littérature-là. Quant à l'autofiction, ça se joue ailleurs, mais néanmoins, ça n'est pas du tout une littérature mineure, une littérature qui ne serait pas universelle. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Et Guillaume, sur cette question. Oui, il y a qu'à voir aussi comment c'est très fréquent aujourd'hui qu'un écrivain, quand il parle d'inspiration, cite autant d'écrivains que de cinéastes ou de séries, effectivement. Mais encore une fois, puisqu'il existe aujourd'hui, évidemment, des séries avec une vraie épaisseur romanesque et d'écriture, tout simplement. Donc, en fait, ça, je suis tout à fait d'accord aussi pour dire qu'effectivement, le mode de narration peut en être influencé, et aussi par la durée des chapitres. Ça, c'est oui. Voilà. Est-ce que toi, tu te sens... Est-ce que ça t'influence, toi, dans ton écriture? C'est vrai que c'est Guillaume, un peu la je tiens à dire, est romancier. Donc, voilà, il peut mais, pas... Voilà.
Ben, je ne sais pas. Peut-être, en fait. Est-ce qu'on a vraiment conscience de la façon dont on est influencé, mais en même temps, quand on baigne, comme tout le monde, autant dans les livres que les écrans, je veux dire, il est très probable que ça vienne jouer un peu, je pense, ouais. Même sans forcément le vouloir, mais peut-être dans une forme de création qui, du coup, y répond, ouais. Alors, sur l'adaptation quand même des livres, bon, c'est vrai qu'il y a l'adaptation de livres qui ont eu beaucoup de succès, donc on utilise le succès du livre pour le cinéma. Mais en fait, le livre, c'est aussi un réservoir de trames narratives, ce qui est aussi dangereux pour nous. C'est-à-dire que ce qui est pris, c'est pas du tout la qualité du livre ou voilà, la dimension esthétique dont je parlais, mais simplement la trame qui peut servir au livre. Alors là, ma référence est âgée, mais c'était vraiment ce que disait Hitchcock, c'est que précisément, il a presque toujours utilisé des livres dans ses films, mais ce qui l'intéressait, c'était précisément que ce ne soit pas, dit-il, des vrais livres qui ont été vraiment travaillés, vraiment construits. Ça ne l'intéressait pas, parce qu'il y a toute une chose il y a toute une dimension proprement littéraire qu'il n'aurait pas pu rendre et qui ne l'intéressait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était une trame qui puisse être une espèce de scénario pour ses films. Et donc ça, pour le coup, ça a une place vraiment importante pour le cinéma. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer que dans la recherche effrénée d'histoire, qui est celle du cinéma, des plateformes, des chaînes, il y ait aussi simplement la volonté scénaristique, c'est-à-dire d'aller chercher partout où ils le peuvent des histoires. Et ça, c'est quand même, à mon sens, une tendance de fond du rapport entre cinéma et littérature. Oui, mais là tu raisonnes un peu en romancier, c'est normal. Oui. Donc forcément, mais c'est logique aussi que dans le cinéma, on recherche une histoire, et que toute la dimension littéraire n'y soit pas. Et ta réaction et ta remarque, elle est très juste pour l'écrivain que tu es, parce qu'il y a toujours une frustration de se dire, mais au fond, on ne prend que l'histoire, et peut-être d'une certaine manière, il va y avoir des livres qui n'ont peut-être pas une qualité littéraire formidable, mais une bonne histoire. Et le scénariste va s'en emparer. Donc oui, mais est-ce que d'ailleurs, c'est une vraie question, est-ce que c'est si important que ça qu'il y ait un mariage où qu'on essaye de réunir ces deux formes d'art? C'est une vraie question, ça, au fond. Est-ce que c'est très important pour les auteurs d'avoir cette adaptation parce qu'ils sont toujours frustrés. Au fond, un écrivain, il est frustré souvent quand il voit une adaptation de son livre au cinéma. Oui, c'est peut-être aussi à toi de répondre en tant que romancier, parce que tu l'as vécu dans ta chair, cette retranscription différente, cette écriture différente. Mais dans le même temps, est-ce qu'une bonne adaptation de roman, cinématographique d'un roman, n'est pas une adaptation un peu paresseuse? Enfin, en tout cas, n'est pas une adaptation, justement, qui n'est pas paresseuse. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une bonne adaptation n'est pas une transcription peut-être effectivement d'un scénario ou d'un univers, parce que ce sont des choses tout à fait différentes. Chez Hitchcock, c'était surtout le scénario. Chez d'autres, c'est vraiment retranscrire un climat qui a plu. C'est vraiment, c'est pas toujours la même chose, mais ce qui intéresse et ce qui fait aussi la force du grand cinéma, c'est l'univers recréé et la singularité, l'originalité. Bien évidemment, quand on a lu un roman, on est toujours en train de rechercher cette espèce justement de goût qu'on a eu, mais lorsqu'on n'a pas lu le roman et qu'on voit le film qui paraît l'œuvre originale, c'est encore une autre histoire. Enfin, ces choses-là se lisent de manière très distincte. Je dirais que c'est deux formes d'art différentes. C'est-à-dire que quand vous lisez un roman, ça fait travailler aussi votre propre imaginaire. Parce que vous imaginez les personnages, ils ne vous sont pas donnés comme ça, vous les imaginez, vous imaginez. Le cinéma vous les donne, vous avez l'image et vous la recevez. Donc je crois que ce sont deux approches et deux réceptions totalement différentes. Et c'est pour ça que je dis, mais c'est deux formes d'art au fond. Donc il ne faut pas forcément chercher une osmose forte entre les deux, puisqu'un scénariste s'empare d'une histoire qu'un écrivain a imaginée,
mais il va y mettre ce qu'il est aussi. Donc il y a cette création encore. Donc c'est pas la même création au fond. Oui, alors je suis tout à fait d'accord sur l'idée que ce sont deux formes d'art différentes et même qu'il faut que ça le reste. Mais ce que je pense, c'est qu'elles sont maintenant inséparables. Mais j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que, en fait, il y a une telle place du cinéma et du règne des images en général dans l'imaginaire même, que en fait, la littérature va maintenant fonctionner avec le cinéma. J'ai vraiment le sentiment, sous des formes peut-être un peu hybrides, je ne sais pas, mais voilà, on voit quand même tellement de livres qui sont achetés par le cinéma, puis après il y a la porosité des imaginaires dont tu parlais, à savoir que souvent les écrivains maintenant s'inspirent aussi du cinéma. J'ai l'impression que les destins en fait, de ces deux arts, surtout sous l'angle du roman, hein, parce que la poésie, pas du tout, en fait, je pense. Mais je pense que sous l'angle du roman, en fait, c'est ces deux arts qui vont fonctionner désormais, en tout cas avec des liens forts. Mais effectivement, même si esthétiquement, c'est clairement deux formes qui sont complètement différentes. Mais est-ce que depuis que le cinéma est cinéma, le cinéma n'a pas été de toute façon les deux yeux rivés sur la littérature? J'ai quand même l'impression, quand on pense à d'ailleurs certains réalisateurs comme Visconti, qui eux se sont même attachés à retranscrire au cinéma la littérarité des textes dont il s'inspirait, puisque quand il adapte La mort à Venise, Les Nuits blanches, et quand il voulait adapter Proust, il voulait justement s'attaquer au plus difficile et au plus littéraire pour essayer de le retranscrire à l'écran. Et d'ailleurs, j'entendais récemment un illustrateur, Stéphane Manel, qui publie chez nous, dire qu'à ses yeux, Mort à Venise de Visconti était la représentation la plus proustienne qui existe au cinéma, parce que c'était une retranscription de l'ambiance et au-delà évidemment d'une histoire et d'un scénario. Mais certains cinéastes se sont aussi attachés à imaginer qu'est-ce que pouvait être l'image de la littérature. Peut-être parce que c'était leur propre imaginaire. J'en reviens toujours à ça. Chaque fois, c'est une création. Tu adaptes parce que ça correspond à ton propre imaginaire et à la manière dont tu lis Proust. Et peut-être, Guillaume, sur les nouvelles formes romanesques en elles-mêmes, donc toi qui as publié là ton premier roman, qu'est-ce qui t'intéresse dans les nouvelles formes romanesques? Est-ce que tu vois poindre des choses sur cet avenir des formes romanesques Moi, je me suis attaché, et c'est pas nouveau non plus, mais en même temps, peut-être que ça se développe, à écrire, à retranscrire ce que je voulais lire comme une oralité. Je voulais, enfin, je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout nouveau, parce que évidemment Cohen ou Céline travaillaient comme ça, mais je vois aussi quand même d'autres le faire, et des romanciers contemporains, je pense à David Lopez, je pense à Constance Debré dans un sens aussi, avec un discours indirect libre, avec des non-ruptures entre description et dialogue. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cherché à faire en tout cas, c'est-à-dire mêler la narration du dialogue. Et rompre le de point tiré à la ligne, enfin, vous voyez, quelque chose formellement qui soit voilà, plus différent. Peut-être que stylistiquement, et aussi par le travail de cette oralité, je voulais retranscrire le plus comment dirais-je, proche du réel, de la façon dont je voulais qu'on entende quelqu'un parler. Voilà. Et je voulais pas faire littéraire, en fait, mais je voulais que cette oralité soit littéraire, bien sûr, mais je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, je voulais que c'est tout simplement ce qui s'appelle l'oralité écrite, en fait, qui est un vrai genre en soi, qui est parmi les plus difficiles, que de pouvoir effectivement écrire comme on parle, tout en écrivant quelque chose qui ressemble à de la littérature quand même. J'ai l'impression que ça intéresse, ça, en tout cas. Céline en était le champion du monde. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous sentez de tout ce que vous lisez actuellement, de tout ce qui sort de véritablement nouveau,
Du point de vue de la langue, bien sûr, la langue qui ressemble à l'époque est toujours intéressante. Du point de vue des formes narratives, en revanche, j'ai l'impression que c'est au fond comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on se nourrit quand même toujours de ce qu'on a lu du passé, de ce que certains écrivains, même des siècles passés, ont pu faire, et que de ce point de vue-là, et c'est réjouissant, c'est un éternel recommencement. Pas l'impression qu'il y ait véritablement des trouvailles, des ruptures. Bien sûr que le rap, que cette manière de parler comme ça, un peu avec une parole très staccato, comme ça, très a apporté quelque chose dans la musicalité. Mais parmi les premiers romans qu'on peut lire, vraiment s'invitent tous les genres, depuis le roman initiatique dans la filiation de Balzac ou des plus grands, jusqu'au roman sociétal, monologue, et puis bien sûr cette autofiction ce qui est toujours qui n'a pas changé, qui est une constante chez ceux qu'on appelle les primo-romanciers, les auteurs de premiers romans, c'est quand même l'inspiration autobiographique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Muriel, mais c'est vrai que le premier livre, quand même très souvent, parle de soi ou d'un morceau de son histoire personnelle. Après, on s'attaque à autre chose. Oui, ça c'est vrai que c'est un grand classique. En général, le premier roman parle de soi, mais ce que je vois comme tendance, moi, dans ce qu'on lit, ce qu'on reçoit, c'est de plus en plus des romans, tu disais, sociétaux, c'est-à-dire des romans qui nous parlent de l'époque. Voilà, donc ça, on en a beaucoup dans la lignée, effectivement, d'un Houellebecq, d'un Abel Quentin. Voilà. On parle d'une époque pour la critiquer ou pour la décrypter. Mais ça, on voit une tendance forte, hein, c'est vrai, je trouve, et avec toujours effectivement cette autofiction qui reste quand même, hein, qui reste quand même quelque chose de fort. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de romans qui veulent nous parler de la société. Ça, moi, je le sens très fortement, ça. D'autant que la presse s'en empare. C'est un matériau quand même très séduisant pour les journalistes que de pouvoir parler d'une époque à travers la littérature. Donc c'est vrai que ça offre un porte-voix particulièrement efficace quand même. Voilà. Et c'est vrai, on voit bien au sein du comité de lecture de Gallimard, lorsqu'on envisage comme ça des textes des premiers romans, de plus en plus, ils cognent notre époque. Histoire d'enfance dans un certain milieu, histoire de transfert de classe, histoire aussi d'identité, de plus en plus. On reçoit énormément, voire de changement d'identité. Enfin, ça, c'est vraiment toujours au cœur des enjeux. Voilà, de plus en plus. Oui, moi je le ressens. En particulier, ce qui m'a frappé, c'est l'importance du document autobiographique. C'est-à-dire que autant je pense que tout le domaine de la fiction partage pas mal de domaines communs avec le cinéma, autant je pense qu'il y a une spécificité littéraire et que peut vraiment pas faire le cinéma, c'est l'autobiographie. Pour le coup, on ne peut pas vraiment faire jeu, surtout un jeu passé au cinéma avec une caméra. Donc il y a vraiment une très forte influence de l'autobiographie. Et vraiment, les livres en réalité dont on a le plus parlé ces dernières années, c'était des livres autobiographiques, souvent de dénonciation ou de révélation. Et je pense notamment à celui de Springora ou de Camille Kouchner. Et là, il y a quand même vraiment une espèce d'attente, de réception. Alors, c'était deux histoires d'inceste, donc ça irait avec votre idée de la société qui parle, de toutes les évolutions. C'est une révélation aussi des secrets de la société. Alors,
pour le coup, ça peut être bien fait ou mal fait. Annie Ernaux, dont on parlait, c'était de l'autobiographie. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, oui, une place très forte, en fait, de toute cette dimension autobiographique qui est un des domaines propres de la littérature. Là, pour le coup, personne d'autre peut s'en emparer, j'ai l'impression. Oui, c'est juste, mais si on prend le cas de ce que tu citais, Springora ou la Famiglia Grande, on n'est pas dans le domaine, enfin Springora peut-être un peu plus, mais on n'est pas dans le domaine romanesque. Là. Donc on parle de littérature. Voilà, on parle littérature en général. Donc on est dans un autre registre. Moi je parlais des romanciers d'aujourd'hui qui s'emparent de notre monde et qui essayent de le décrypter, de le comprendre. Après, tout ce qui dénonce, enfin effectivement un document comme la Famiglia Grande, pour moi c'est pas un roman. Ça montre toute une époque aussi, c'est vrai, mais avec une autre forme d'écriture. Oui, mais la littérature se restreint pas au roman. Ça dépend si tu considères fiction et non-fiction, et on parle de ce qu'on appelle la littérature générale, mais je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait plus de témoignages ou de documents qu'il y en avait il y a une dizaine d'années. Hein. Je ne crois pas. Je pense que dans le roman, par contre, on met plus de phénomènes de société. Ce que Karina disait, on reçoit des romans sur le problème du genre, le problème justement de la différence, le problème des dérives de notre société, mais sous forme de romanesque, avec des personnages. Mais il n'y a pas plus de témoignages ou de documents, simplement on en a beaucoup parlé, ces deux-là, mais il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. C'est pas un développement, hein. Je ne crois pas. Alors, je ne sais pas. Par exemple, l'autobiographie en elle-même, en tant que facteur vraiment d'étude dans la littérature, ça date en gros des années 70. On étudie l'autobiographie en littérature depuis les années 70. C'est quand même la preuve qu'il y avait une émergence. Et puis on pense que la première autobiographie moderne, c'est Rousseau, donc c'est quand même pas Homère. Et je pense que l'autobiographie, c'est devenu en fait quand même assez récemment un fait littéraire majeur. Et je crois que ce serait une erreur d'extraire l'autobiographie de la littérature. Alors, il se trouve que je n'ai pas lu ni l'un ni l'autre, hein, pour Camille Kouchner et Vanessa Springora. Simplement, c'est très différent. Parce que la Famiglia Grande, d'abord, je pense que l'autobiographie, elle est intéressante quand tu parles d'un système. Elle ne parle pas juste de sa vie, hein, parce que sa vie, franchement, on s'en ficherait un peu. Elle parle d'un système, d'un monde qui n'existe plus d'ailleurs, ou qui était un peu dénoncé, de ce qu'on appelait vulgairement la gauche caviar. Bon, voilà, en fait, en gros, c'était ça. Elle dénonce quelque chose qui est un système. Donc, c'est pas ce que j'appelle l'autobiographie. Ça n'est pas du tout la même chose. Et quant à Springora, elle l'a écrit presque, on peut le lire comme un roman, en fait. C'est inspiré évidemment de sa vie, mais c'est ce qu'on pourrait appeler l'autofiction aussi. Tandis que la Famiglia Grande, c'est clairement un document qui montre un système. Donc, pour moi, c'est pas la même chose. Et ça, c'est très, très intéressant. Et là, vraiment, peut-être qu'on peut parler en deux mots des frontières de genre, parce que c'est vrai que tout ça peut paraître assez complexe finalement. Effectivement, il y a des livres qui relèvent du document d'actualité d'ailleurs, et il y a vraiment des lecteurs qui n'aiment pas la fiction, qui aiment vraiment ce qui les renseigne sur l'époque, et la Famiglia Grande, de ce point de vue-là, s'inscrit totalement dans cette lignée. Puis, il y a des lecteurs de fiction, alors soit effectivement de pure fiction, de fiction ample, romanesque, dans la grande tradition des romanciers d'aventure, hein, ou des feuilletonistes, enfin de Dumas, on peut dire, dans cette tradition-là. Et puis d'autres qui vont aimer des fictions qui auraient presque, je dirais presque des vertus plus pédagogiques, des fictions qui permettent de décrypter l'époque. Et on le sait, on le sent, vous en avez tous fait l'expérience, comme quelquefois la fiction, aussi bien d'ailleurs dans les livres qu'au cinéma, vous permet d'appréhender un thème, une situation, de manière infiniment plus intime, plus précise même, que certains livres de sciences humaines. On l'a tous vécu avec des grands thèmes. Et ça, c'est encore autre chose. Oui.
Mais sur la place de... Moi, je reviens quand même à mon autobiographie. Alors, mettons que la Familia Grande, effectivement, bon, il faudrait peut-être mieux que je parle des livres, en fait. Enfin, que je connaisse les livres avant d'en parler, puisque donc, parlons pas de la Familia Grande. Mais en fait, j'ai quand même le sentiment que finalement, la dimension autobiographique, mais autobiographie vraiment au sens strict, on parle de soi, de sa vie pour représenter toute l'humanité, comme le fait Annie Ernaux. J'ai quand même l'impression que, voilà, comme c'est un domaine qu'on ne peut pas enlever à la littérature, en fait, que les autres arts ne peuvent pas s'approprier, j'ai l'impression que de toute façon, ça restera le propre de la littérature. Ou du journalisme livresque. Là, c'est vraiment la frontière pour moi. Il y a des livres qui sont écrits par des écrivains. Ça n'enlève rien du tout à la valeur du livre. C'est pas du tout ce que... Et puis des livres qui rendent compte d'une époque de manière un peu journalistique. La Familia Grande s'inscrit davantage dans cette ligne-là. Voilà, il faut simplement savoir ce qu'on lit. Alors effectivement, ça fait partie de la dénomination de ce qu'on appelle dans notre métier, mais ça fait un peu métier et boutique, ce qu'on appelle la littérature générale. La littérature générale, ça n'est pas simplement les œuvres littéraires, c'est vraiment tout ce qui constitue les livres qui s'adressent à un large public. Voilà, c'est un peu... Alors, il nous reste 4 minutes et 56 secondes, parce que les rencontres de l'avenir sont très très bien faites, donc... Et est-ce qu'il y aurait des questions sur cette évolution de la littérature? Oui, madame. Bonjour mesdames, messieurs. J'aurais simplement savoir, parce que j'ai été surpris tout à l'heure quand vous nous avez dit qu'en Hippocagne, les gens lisaient peu. Bon, je suis surpris parce que moi j'ai 75 ans et je me souviens qu'au lycée, ceux qui partaient en Hippocagne et en Cagne, bon, on a l'impression qu'ils avaient toujours le nez dans les bouquins. Après, c'est peut-être pas les mêmes bouquins qu'actuellement. Mais comment dire, l'enseignement de la littérature, qui est quand même quelque chose d'universel, est-ce que dans l'enseignement actuellement, parce que j'ai pas eu cette impression-là, moi, au lycée, la littérature étrangère, comment est-elle abordée? Comment les jeunes... Voilà. Si vous me lancez sur le vaste thème de l'éducation, là, je vous retiens jusqu'à demain matin, car je peux parler de littérature, mais bizarrement, quand il s'agit d'éducation, je deviens quasiment frénétique. Et alors oui, non, mais moi aussi j'ai été surpris effectivement quand j'ai pris les classes d'Hippocagne. Alors ça varie un peu selon les années, hein, et il y en a où parfois je sens beaucoup plus d'appétence pour la littérature, mais il y en a d'autres où en fait la littérature, non, c'est pas au centre. Ce qui les intéresse plus, c'est les sciences humaines, les langues, etc. Donc ils viennent plutôt en réalité pour histoire, qui est devenue la principale section en réalité pour les écoles normales supérieures, donc pour les littéraires. En fait, la plupart des gens vont en histoire. Et ensuite, ça doit être langue, et je crois philosophie et littérature à égalité. Alors qu'à mon époque, ce qu'on appelait les lettres, c'était de très loin la section où il y avait le plus de gens. Donc c'est effectivement une rupture, même dans le micro-milieu, vous voyez, des littéraires, qui montre bien des choses. C'est-à-dire que les littéraires d'aujourd'hui, en fait, c'est plus des gens attirés par les sciences humaines, par la société, que par véritablement la littérature. Voilà. Et après, quant à votre idée des littératures étrangères, alors disons que je suis moi-même grand admirateur des littératures étrangères et j'aime beaucoup. La collection du monde entier chez Gallimard est vraiment une collection géniale où il y a beaucoup de grands auteurs. Mais disons qu'il faut être très pragmatique en éducation et il faut déjà commencer par lire notre patrimoine. Vous voyez, il y a aussi ça, l'éducation, c'est quand même très patrimonial. Et donc déjà, si on peut en faire lire une dizaine dans toute leur vie aux élèves, c'est bien. Enfin, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que parfois, chez certains élèves littéraires d'Hippocagne, voilà, ils n'ont lu que, pour les classiques, que ce qu'ils ont étudié en cours, et essentiellement
en première pour le bac français. Donc, si vous voulez, alors parfois ça m'attriste, parfois aussi je comprends bien que les esthétiques changent. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au début de ma carrière, Balzac était quand même quelqu'un qui passait assez bien. Je ne dis pas que c'était l'auteur qui voulait étudier, etc., mais ça passait assez bien. Alors que maintenant, je m'y risque même plus. Vous voyez, c'est Balzac, vraiment, je sens qu'esthétiquement, il y a quelque chose qui a basculé, que ça n'intéresse plus. Malgré les illusions perdues au cinéma qui ont redonné un peu de... Ouais, alors que ça, c'était vraiment très réussi en plus. Donc c'est vrai que c'est une évolution majeure. Oui, majeure. Une autre question ? Oui, bonjour. Je voudrais connaître la place du livre audio dans la littérature et si ce n'est pas aussi une partie de l'avenir pour ramener les gens à lire à nouveau des livres. Merci beaucoup. Oui, alors là aussi, je ne dis pas que le livre audio est le frère jumeau du numérique, mais on en a fait grand cas pendant très longtemps et dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis particulièrement, il a très très bonne presse. On essaie de le développer en France et là aussi, je crois que ça ne dépasse pas les 5%. Pour autant, on n'a pas de chiffre précis à ma connaissance. Peut-être, Muriel, tu en as, mais j'en ai pas trouvé. Mais néanmoins, les éditeurs, dans leur grande majorité, se font fort de développer ce créneau, pas tant pour le livre audio physique, mais enfin le livre audio sur plateforme. Ça se développe moins vite que ce qu'on a bien voulu vous le dire, je crois. Je crois que c'est beaucoup plus lent. Alors, comme tu disais, dans les pays anglo-saxons, ça fonctionne, mais peut-être parce qu'aux États-Unis, leur mode de vie n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Ils sont beaucoup plus dans leur voiture. Il y a beaucoup de temps en voiture. Donc, je crois que ça joue beaucoup. En France, ça se développe, mais pas plus que ça. Mais alors, les statistiques, c'était très paradoxal parce que je pensais tout comme toi que c'est parce que, effectivement, avec les grands espaces, ils lisaient des livres audio en voiture, mais il semblerait qu'aux États-Unis, ils le lisent surtout sur leur canapé. Donc, justement, c'est ce que j'ai découvert parce que moi, je pensais les grands espaces, etc. Et en fait, c'est sur leur canapé et surtout quand ils partent en vacances avec des enfants. Mais ça, tout le monde se dit que ça serait peut-être pas mal le livre audio, oui, effectivement. Vous en lisez beaucoup, monsieur, qui posait la question ? Oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quelle est la place de la littérature étrangère chez nous en France, et puis s'il y a une évolution ou pas. Voilà. Tu veux répondre ou c'est... Je ne suis pas certaine qu'il y ait d'évolution. La place est importante en littérature étrangère. Il y a eu beaucoup de traductions, surtout dans les pays anglo-saxons. Maintenant, on essaye de trouver un peu d'autres choses. Il y a eu une grande dominante de la langue anglaise. Je ne sais pas ce que tu en penses, je n'ai pas le sentiment que ça se développe, que c'est plutôt stable, je dirais. C'est plutôt stable. La langue anglaise, en effet, représente 60% des traductions de mémoire comme ça. C'est compliqué, la littérature étrangère. À la fois, c'est celle qui a formé beaucoup de lectrices et de lecteurs, parce que c'est vrai, enfin, on pense tous à ces romans de jeunesse de romancières anglaises qu'on affectionne particulièrement. Je parle pour les femmes, mais enfin bon, vraiment. Mais c'est compliqué parce qu'on a peu de moyens de la diffuser, que c'est très très difficile. Il faut faire venir les auteurs en France, il faut les traduire bien sûr, ça a un coût, même si nous recevons des aides à la traduction lorsqu'il s'agit d'auteurs particulièrement exigeants. Ce n'est pas toujours le cas. Et partant, il faut ensuite les promouvoir et essayer de les promouvoir, bien sûr, dans la presse écrite, à la télévision aussi. Et ça, c'est très compliqué en France. Je pensais d'ailleurs que c'était un des sujets dont on parlerait. Mais faire passer un auteur étranger à la télévision, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi pour des questions de ce qui se perd en traduction et puis de cette façon dont la traduction simultanée peut constituer un frein. Donc on a du mal à la promouvoir. C'est dommage, mais c'est ainsi.
Bonjour et merci beaucoup pour ces rencontres et cette table ronde en particulier. J'avais une question sur le marché de l'édition, plus particulièrement. J'aurais voulu savoir quelles étaient les relations et votre positionnement avec les plateformes d'auto-édition telles que Librinova. Est-ce que vous en servez pour découvrir de nouveaux talents? Est-ce que c'est un marché qui est parallèle au vôtre, entre guillemets? Voilà, quel est votre positionnement face à ces plateformes? Muriel va peut-être répondre parce que Librinova, on ne s'en sert pas du tout chez Gallimard, où nous avons un service des manuscrits très spécifique et très autonome. Nous, on a les deux. On a un service des manuscrits aussi. Et je ne tourne pas du tout le dos à Librinova. Je trouve que c'est une démarche intéressante. Et je trouve qu'ils ont surtout la bonne idée de connaître bien les maisons d'édition et de savoir ce qu'ils nous proposent par rapport à notre image, à ce qu'on est, à ce qu'on aime. Donc pourquoi pas, moi je ne suis pas du tout opposée à ça, mais alors Librinova, c'est pas de l'auto-édition, hein. L'auto-édition c'est autre chose. L'auto-édition ce sont des auteurs qui s'auto-éditent. Donc voilà, Librinova c'est presque un peu comme un service des manuscrits et qui propose un certain nombre de maisons d'édition, selon leur ligne, des textes qu'ils ont reçus. Voilà. Mais l'auto-édition justement, on peut s'auto-éditer par exemple sur Amazon, non, c'est ça ? Alors on peut s'auto-éditer, oui, on peut s'auto-éditer sur Amazon, on peut s'auto-éditer si on trouve un diffuseur-distributeur. Vaste question sur l'auto-édition. Donc vous avez vu qu'il y a quelques auteurs, vous avez dû lire ça et voir ça, que quelques auteurs qui avaient déjà des grosses ventes se sont auto-édités. Il faut savoir que cette auto-édition fonctionne aussi avec des diffuseurs-distributeurs, parce que vous ne distribuez pas vous-même, hein, c'est quand même un vrai travail. Donc, affaire à suivre. Moi, je suis une grande optimiste, donc je pense que, je le dis très clairement, des gens vont être tentés par l'auto-édition. Et puis, quand ils s'apercevront de tout le travail qui est fait par les éditeurs, je pense qu'ils auront tendance à revenir dardard. Voilà. Ouais. L'auto-édition a des vertus, et je pense que il va falloir qu'on s'arrête lorsqu'il s'agit de retranscrire sa geste familiale, par exemple. Je trouve ça très bien, de s'auto-éditer pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, c'est très bien. Voilà. On est bien d'accord là-dessus, oui. Voilà. Pour ses petits-enfants, c'est bien.